Bonjour à tout le monde. Laissez-moi vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis un médecin un petit peu particulier puisque je suis un médecin porteur d'un plan, le plan maladie neurodégénérative. Et à ce titre, j'ai compris que le défi qui m'attendait, c'était de ne pas employer le terme déficience. Donc j'essaierai de ne pas employer le terme déficience dans l'introduction que je vais faire, le petit quart d'heure que vous m'avez accordé. Et dans ce petit quart d'heure que vous m'avez accordé, je vais parler essentiellement de trois sujets qui me paraissent, dans le contexte de notre entretien d'aujourd'hui, importants. Je vais d'abord reparler, même si je sais que vous en avez parlé fréquemment, du fait qu'on a à un moment donné décidé de réfléchir et de mettre en place un plan qui est celui de maladie neurodégénérative et pas uniquement d'une seule maladie, la maladie d'Alzheimer. Je parlerai ensuite d'un deuxième sujet qui est celui de mon expérience de médecin confrontée justement à la mise en place d'un plan. Et je vous ferai partager peut-être les questionnements que cela pose à titre individuel lorsqu'on est dans cette situation. Et ensuite, il y a un troisième sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui est celui de l'ouverture de la thérapeutique dans les maladies neurodégénératives et des problèmes éthiques que cela pose, et je prendrai quelques exemples pour vous montrer cela. Alors d'abord, les maladies neurodégénératives, on a qu'est-ce qu'on appelle maladie neurodégénérative? Les définitions ont été données de façon fréquente et nombreuse. Pour moi, une maladie neurodégénérative, c'est d'abord une maladie qui s'inscrit dans une temporalité particulière. C'est une temporalité qui est longue. Et certaines d'entre elles, je suis plus particulièrement impliqué et pendant toute ma carrière, j'ai été impliqué dans la sclérose en plaques. Et je ferai référence à ce que m'a dit un patient il y a quelques jours, qui m'a dit « Ma maladie, c'est la compagne de ma vie ». Donc une maladie qui s'inscrit effectivement dans la durée. C'est ensuite une maladie qui, bien sûr, porte un terme très particulier qui est celui de neurodégénératif, destruction du tissu noble du système nerveux qui se fait de façon lente, quel qu'en soit à un moment donné le mécanisme de départ. Et c'est effectivement ce qui donne la compréhension de la maladie et qui fait sa difficulté de compréhension effectivement quand on en parle. Alors, pourquoi essayer de réfléchir ces maladies ensemble? Bien sûr, chacune de ces maladies, que ce soit au niveau de ses mécanismes ou que ce soit au niveau de son évolution elle-même chez une personne atteinte de cette maladie, a ses spécificités. Mais que ce soit au niveau des mécanismes, par exemple, si dans la maladie de Parkinson, vous avez des dépôts d'une protéine anormale, l'alpha-synucléine, si vous avez des dépôts d'une substance anormale, la cascade amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, si dans la sclérose en plaques, vous avez à un moment donné de l'inflammation au départ, à un moment donné, tous ces mécanismes vont converger vers une destruction des cellules nerveuses. Et lorsque cette destruction est amorcée, les mécanismes qui sont à l'origine de la disparition des cellules ou des fibres nerveuses peuvent être comparables. Et la raison pour laquelle, finalement, il est important aussi, même s'il doit y avoir une approche des mécanismes qui soit spécifique à chacune des maladies, une vision transversale peut ouvrir des horizons sur le plan de la recherche. Je rappelle par exemple que beaucoup de médicaments qu'on appelle de type neuroprotecteur ou de type traitement de la dégénérescence, tout au moins ce que l'on voudrait qu'ils soient, sont essayés dans chacune de ces maladies, les unes après les autres, de manière à voir si éventuellement, par exemple le riluzole dans la sclérose latérale amyotrophique, mais qui est essayé actuellement dans d'autres maladies. Donc, si vous voulez, cette approche transversale est tout à fait essentielle, même si, bien sûr, on doit rester dans l'analyse des génériques des maladies. Alors, dans le parcours, c'est bien entendu les fonctions atteintes qui vont faire la spécificité de chacune des maladies. Mais vous avez entendu peut-être Jacques Touchon l'année dernière qui vous disait la maladie Alzheimer, c'est avant tout des troubles de nature cognitive, mais
pas que. La sclérose en plaques, c'est la mobilité, c'est certains aspects sensoriels, mais pas que. Il y a aussi la cognition. La maladie de Parkinson, c'est bien sûr la mobilité, mais pas que. Et donc, effectivement, il y a, au travers de chacune de ces maladies, un certain nombre de croisements, d'expressions de la maladie chez chacune de des personnes atteintes de cette maladie qui font que, finalement, on peut, à un moment donné, trouver des points de rencontre dans l'approche, dans l'accompagnement. Et je pense, puisque nous étions en train de parler, que vous nous avez demandé de réfléchir ensemble, de créer ensemble, je pense qu'effectivement, c'est au travers de ces points de rencontre, d'une intégration collective de cette réflexion dans l'accompagnement, dans la réflexion sur la vie sociale que chaque personne peut avoir dans ce contexte, eh bien c'est tout cela que nous devons créer ensemble et que nous devons apprendre ensemble. Mon deuxième sujet, c'est effectivement le médecin face à la mise en place d'un plan. Alors, je voudrais d'abord revenir, quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'acte médical. L'expérience de l'acte médical, trop souvent, je vois l'acte médical caricaturé sous la forme d'un acte technique, et c'est vrai que ça peut être comme ça, la dissection purement anatomique de faits et un tuyau qu'on met dans un estomac et puis un acte technique pur. C'est une façon de faire la médecine qui ne me convient pas. Alors il peut y avoir aussi ce que nous a laissé entendre hier notre ami philosophe, le médecin passeur, demain, qui sera le passeur entre des big data et puis l'individu. Je ne me sens pas très bien là non plus. Hein. Je pense pour moi l'acte médical, c'est une rencontre, et particulièrement dans les maladies neurodégénératives, c'est un dialogue entre deux personnes dans lequel certes je vais exercer mon activité d'expert, mais je vais aussi écouter empathiquement quelqu'un, je vais essayer de comprendre l'environnement dans lequel il vit, et l'approche que j'aurai ensuite sera l'approche qui tiendra compte de tout cela. Alors quand on fait ça dans un acte médical et que l'on voit des personnes qui sont atteintes de ces maladies, eh bien on ne peut pas manquer à un moment donné d'être confronté à des situations qui sont des situations individuelles extrêmement difficiles, ce que l'on appelle dans les plans la rupture d'un parcours. Et donc, exemple, cette infirmière que j'ai vue il y a un mois, qui a une quarantaine d'années, qui a 2 enfants, qui est seule dans la vie depuis quelques mois, et qui a de grosses difficultés pour se déplacer, mais que les cadres, dans l'environnement où elle est, ont laissé dans une activité qu'elle ne peut plus assumer parce qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle n'a plus la force de faire l'ensemble de la journée. Donc, elle a été mise dans une situation sociale dans laquelle on a diminué de moitié ses émoluments. Et donc, elle a une peine terrible à pouvoir assumer à la fois cette vie professionnelle qui s'effiloche et en même temps cette vie familiale dans laquelle elle est seule pour s'occuper de ses enfants. Et donc, avec des délais administratifs pour les réponses administratives qui sont épouvantables. Ça fait 6 mois qu'elle est dans cette situation. Personne n'a bougé de façon pertinente. Alors, quand on est confronté à cette situation, bien sûr, elle a un sentiment profond de rejet, un sentiment profond de stigmatisation. Quand vous êtes médecin et que vous voyez ça, vous avez effectivement, vous vous dites, mais qu'est-ce que je voudrais faire et je peux faire quelque chose, et vous lancez bien sûr un certain nombre d'actions dont vous savez qu'elles vont aller plus ou moins vite et que vous allez répondre plus ou moins facilement là-dessus, et vous avez aussi ce sentiment d'injustice qui apparaît. Alors, je suis médecin là à Toulouse une fois par semaine, et puis je suis à Paris le lendemain. Et je me dis, je suis dans le plan, et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que les choses s'améliorent au niveau du plan? Alors le plan, qu'est-ce que c'est? Un plan, c'est
un politique qui, à un moment donné, a jugé qu'une situation était insupportable et qu'il faut l'améliorer. Et par conséquent, il saisit l'ensemble de ses services pour mettre en place une réponse qui est une réponse essentiellement technocratique, dans laquelle on va établir un certain nombre de mesures que les administrations vont ensuite décliner et pour essayer de faire qu'effectivement, du haut vers le bas, il y ait une modification de cet environnement. Ça implique effectivement un grand nombre de personnes, ça implique des personnes qui ont des connaissances juridiques, des connaissances administratives, des connaissances de la politique de santé, qui ne connaissent pas toujours, il y en a qui le connaissent heureusement, mais qui ne connaissent pas toujours la maladie pour laquelle ils sont en train de travailler. Et donc, on est finalement en face de quelque chose qui est compliqué à mettre en place, à faire avancer. Et donc, ma question et mon questionnement dans cette situation-là, je ne voudrais pas développer, mais nous avons ensemble à essayer de trouver les moyens de rendre un plan et la déclinaison d'un plan et de mettre de l'humain dans le plan. Et c'est un sujet qui nous occupe de manière importante. Et je remercie particulièrement Emmanuel d'avoir été l'un des premiers, dans le cadre de la déclinaison de ce plan, de venir vers nous pour dire nous sommes là, le groupe éthique est là, et nous allons consacrer cette université d'été aux maladies neurodégénératives. Je terminerai sur un troisième sujet, et puis je laisserai la parole à mon collègue Fabrice Zil. Le troisième sujet, c'est le traitement, et je l'ai appelé le traitement, la thérapeutique et le fantasme de la thérapeutique. Et j'ai eu l'impression, quand j'en ai parlé, que ça surprenait un tout petit peu. Pourquoi le fantasme thérapeutique? Je m'explique. Nous sommes dans une ère où la recherche est en train d'apporter des traitements aux maladies neurodégénératives. Et donc, nous avons à nous situer par rapport à un sujet qui est en fait extrêmement compliqué. Et je vais vous dire pourquoi en prenant l'exemple d'une maladie qui est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, ça fait 20 ans, quand on parle de la sclérose en plaques, on dit la sclérose en plaques, pourquoi elle est dans les maladies neurodégénératives? Et puis la sclérose en plaques, il y a des traitements. Alors effectivement, il y a 20 ans, il y a un traitement qui est arrivé, qui est l'interféron, pour faire court. Et ce traitement, d'abord, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a démontré qu'il y avait une certaine efficacité à diminuer le risque des poussées de la maladie, qui est l'apanage du début de la maladie. Si je vous disais que ce que je pense que le traitement a apporté, c'est d'abord qu'à un moment donné, l'intérêt des neurologues et de l'ensemble des médecins s'est transformé pour, jusqu'à ce moment-là, une maladie dans laquelle on regardait un tout petit peu ce qui se passait et qu'on traitait la maladie plus que la personne. Et à partir du moment où il y a eu un traitement, l'intérêt vis-à-vis des personnes atteintes de la maladie s'est transformé. Et je peux vous dire que ce qui a été d'abord changé dans l'approche de cette maladie, ce n'est pas la diminution du risque de poussée, ça a été la façon dont les personnes ont été prises en charge, la personne a été remise au centre et il y a eu une transformation radicale de l'accompagnement. Et donc, le fait qu'à un moment donné, un traitement soit disponible transforme la façon dont les personnes sont prises en charge. Alors, le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est celui-ci. Nous avons un traitement dont l'intensité thérapeutique est considérée comme modérée, ou faible, modérée. Et nous ne savons pas, dans la stratégie du traitement, si, en traitant la maladie au début, on va changer l'histoire naturelle de la maladie. Autrement dit, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est, même s'il y a tout un tas d'arguments pour penser que cette maladie est une maladie dans laquelle l'inflammation au départ va être la source de la dégénérescence, moi je peux vous dire que depuis qu'on a des traitements, on continue de voir des personnes qui ont des scléroses en plaques, qui ont été traitées, dont la maladie continue d'évoluer comme une maladie neurodégénérative. Et donc, est-ce que nous avons changé le cours naturel de la sclérose en plaques
personne n'est capable aujourd'hui, avec certitude scientifique, de dire que ces traitements ont modifié profondément l'évolution de la maladie. Certes, ils ont apporté pendant une période une amélioration des choses parce qu'on a diminué les poussées, mais vraiment, est-ce que la maladie dégénérative qu'est la sclérose en plaques a été modifiée? Et sur le plan de l'expert, du scientifique, la question c'est comment démontrer dans une maladie qui dure des dizaines d'années que la stratégie thérapeutique que l'on a mise en place au départ est une stratégie thérapeutique pertinente. Je peux vous dire que certains experts contestent actuellement encore ce type d'approche et de traitement en disant que finalement on a changé un petit quelque chose mais on n'a pas changé fondamentalement le cours de la maladie. Alors, au fur et à mesure du temps, les traitements se sont affinés, c'est-à-dire que pour traiter l'inflammation, nos collègues immunologistes sont extrêmement créatifs et on a maintenant un grand nombre de médicaments qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus dangereux. Et donc, le neurologue est poussé à l'activisme thérapeutique en disant mais je vais traiter, parce qu'il y a de l'inflammation, et puis je suis capable de la voir sur des images, donc je vais traiter les images. Et on en est là. Et donc on est poussé à proposer des traitements de plus en plus agressifs, sans avoir la certitude que, effectivement, cette stratégie est une stratégie qui paye. On le saura, j'espère, dans 25 ans. Et quand on est une personne malade et qu'on est confronté à cette situation et que, en face, le médecin vous dit j'arrive pas, les traitements qu'on vous a donnés jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Alors, on va bien sûr discuter du bénéfice-risque avec effectivement un risque de plus en plus important pour un bénéfice peut-être un petit peu plus important, mais à court terme. Je crois effectivement que cette situation-là pose de réels problèmes éthiques et je pense qu'il faudra certainement réfléchir à cela et c'est dans ces sujets dont je ne voudrais pas. Alors je vous ai donné l'exemple de la sclérose en plaques, mais vous savez, c'est pareil pour les autres maladies. Pour la maladie de Parkinson, il y a des traitements, mais on sait que ces traitements ne changent pas l'évolution dégénérative. Et les experts, je pense que Philippe Damier pourrait effectivement me parler beaucoup mieux que moi là-dessus. La question, c'est comment empêche-t-on les cellules dopaminergiques et l'ensemble de la dégénérescence qui est toujours en cours dans une maladie de Parkinson, même si on a des traitements symptomatiques qui, à un moment donné, pendant une certaine période, vont améliorer la situation. Et prenons la maladie d'Alzheimer. Je faisais référence à un éditorial du Lancet Neurology d'il y a 15 jours, dans lequel il est écrit que, avec les derniers résultats des essais thérapeutiques, il y a des prémices pour montrer que peut-être le traitement de la cascade amyloïde, je ne veux pas développer cette chose-là, serait effectivement ce qui va être mis en place très prochainement. Mais alors à ce moment-là, on est dans la même situation, une stratégie qui va peut-être apporter une intensité thérapeutique très, très modérée, en tout cas en questionnement, qui va montrer quelque chose peut-être sur le court terme, mais on va être à ce moment-là mené à traiter non pas les personnes qui sont atteintes, mais les personnes qui ont des images qui peuvent évoquer les dépôts amyloïdes, parce qu'il faut de plus en plus peut-être traiter tôt, avant que les destructions soient... Vous vous rendez compte quels sont les problèmes de santé publique que cela va poser? Quels sont les problèmes personnels et éthiques que cela va poser? C'est tous ces questionnements, je pense, que je souhaiterais que l'on puisse réfléchir ensemble dans le cadre d'une vision plus large des maladies neurodégénératives, parce que je crois qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ces maladies posent des situations de rencontre et de réflexion. Merci. Merci Michel de tenir ces propos incarnés et c'est ce qui nous rassure dans ce plan MMD. Ce sont des personnes, des professionnels engagés mais avec des valeurs extrêmement fortes et demain il y aura le complément de l'intervention avec Philippe Damier effectivement qui reviendra avec également sa vision très humaniste de toutes ces questions. Alors on va passer à un deuxième temps. Il y a une personnalité qu'on aime bien évoquer
à l'espace éthique, qui probablement nous a le plus inspiré, c'est Jonathan Mann. Jonathan Mann qui a dirigé en 86 le programme à l'OMS sur le sida. Et c'est vrai qu'en écoutant Michel, je disais que ce matin on a entendu dans l'information qu'il y a un accès maintenant chez le pharmacien du test de dépistage du VIH. S'il n'y avait pas eu les antiprotéases en 1996, si aujourd'hui le sida n'était pas considéré comme une maladie, certes chronique, mais qu'on peut stabiliser par rapport à ce qu'elle était dans ces années, on n'aurait pas eu ces évolutions. Et c'est vrai que le fait d'avoir des traitements modifie totalement la relation qu'on a par rapport à la maladie. Mais ce qui est important par rapport aux propos que va tenir Fabrice Zil, c'est que Jonathan Mann, donc professeur de santé publique, disait lutter contre une épidémie, même une pandémie, c'est d'abord respecter le droit des personnes. Et si les plus marginaux dans la cité n'ont pas leur place, s'il n'y a pas une reconnaissance, un respect réel, s'il y a des discriminations, des stigmatisations, ce n'est pas possible véritablement d'apporter un soin à la personne. Et on va vers l'intérêt général de la cité. C'est toutes les valeurs qu'on porte. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que Fabrice Zil aborde la question droits de l'homme, maladie neurologique dégénérative. Je précise que Fabrice aurait pu être sur la scène tout à l'heure, quand j'ai parlé d'équipe. Parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble avec la Fondation Médéric Alzheimer. Pour nous, c'est la référence au niveau sciences humaines et sociales. Il y aura jeudi un grand rassemblement de tous les chercheurs au niveau national et même avec une ouverture internationale qui aborde la question des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire aussi l'approche sociétale, la réalité humaine, qu'est-ce que c'est être proche, qu'est-ce que c'est vivre la maladie au quotidien, qu'est-ce que c'est le travail par rapport à une maladie évolutive, quel type de réponse apporter au quotidien, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue politique. Toutes ces questions sont importantes. Donc je dois dire, il fait vraiment partie de notre équipe et je vous fais une confidence. Aucune des initiatives qu'on a développées depuis des années, on l'a fait sans y associer Fabrice Zil, qui a une expertise et une sagesse, également une retenue qui pondère un peu notre enthousiasme. Je lui donne la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Quand on a réfléchi avec le professeur Clanet à cet entretien, je voulais partir de la question qui est le titre de l'entretien, qu'avons-nous inventé ensemble? Ma première réaction est de se dire, est-ce qu'il y a encore des choses à inventer dans ce domaine? D'une part, on pourrait considérer que les 3 plans Alzheimer successifs ont tout réglé, au moins virtuellement, c'est-à-dire qu'il suffit d'attendre que les dispositifs et les solutions qui ont été mises en place, elles se déploient sur le territoire, que les acteurs se les approprient et qu'il y ait une mutualisation de moyens avec ce qui se fait de mieux dans les différentes maladies. Et puis on a quand même beaucoup progressé, souvenez-vous, de la décennie 1995-2005, une approche très médicale, notamment de la maladie d'Alzheimer, centrée sur la maladie, centrée sur les déficiences, une maladie conçue comme problème de santé publique exclusivement, avec un accent sur les soins de santé, sur le diagnostic, sur les traitements médicamenteux. Et on était, d'un point de vue éthique, on pourrait dire, dans une logique de bienfaisance. La décennie 2005-2015, les choses changent. Comme certains commencent à parler de vieillissement problématique, on parle de troubles neurocognitifs, se développent des approches qu'on appelle psychosociales ou environnementales, des traitements non médicamenteux, je pense en particulier à la musicothérapie et au jardin thérapeutique, avec un modèle qui est beaucoup moins celui de la maladie, mais celui du handicap, celui du surcroît d'invalidité, avec un accent qui est mis moins sur les déficiences que sur les capacités et les incapacités, et avec l'arrivée de nouveaux professionnels, en particulier les professionnels de la réhabilitation, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, qui changent complètement la donne, avec dans cette décennie une mauvaise nouvelle, les traitements se font attendre, et une bonne nouvelle, on peut améliorer significativement la qualité de vie, l'autonomie fonctionnelle des personnes par un accompagnement de qualité. Donc on est passé d'une logique de la bienfaisance à une logique de l'autonomie, et on a aussi progressé, vous le savez, en 10 ans, en 20 ans, considérablement dans la qualité de l'aide et du soin, de l'accueil en maison de retraite, de l'accompagnement à domicile, des transitions et des parcours. Et pourtant, et c'est ce que je voudrais défendre aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut être encore beaucoup plus ambitieux, que nous devons aller beaucoup plus loin et en un sens être beaucoup plus radicaux que ceux que nous l'avons été jusqu'à présent et que nous ne le sommes aujourd'hui.
Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, d'une part, le passage d'une logique de la prise en charge, centrée sur la maladie et ses déficiences, à une logique de l'accompagnement centrée sur la personne et ses capacités ou ses incapacités ne suffit pas, parce qu'on reste à ce moment-là, d'un point de vue éthique, dans une logique de bienfaisance ou dans une logique d'autonomie, et il y a un mot qu'on ne prononce pas, qui est le mot et la logique de la justice. Vous le savez, toutes les maladies neurodégénératives, les syndromes démentiels en général, entraînent pas simplement des déficiences et des incapacités, elles entraînent des discriminations, elles entraînent une stigmatisation, des phénomènes de maltraitance, de négligence, des pertes de chance, des restrictions de liberté, une exclusion de la vie publique, une exclusion des décisions individuelles et collectives qui concernent les personnes, autrement dit un déni, parfois même des violations, en tout cas un déni, des droits humains qui sont ceux des personnes. Or, on a ici une question fondamentale, et cette question-là, on ne peut pas l'aborder si on reste simplement dans une logique de bienfaisance ou d'autonomie. En plus, si on revient, et c'est le deuxième argument pour être plus radicaux, si on s'interroge au fond sur ce qui est la logique première des deux approches que j'ai décrites, dans la première, le modèle qu'on peut appeler médical, l'objectif est de guérir, d'empêcher ou de retarder la survenue de la maladie, et les traitements non médicamenteux, tout le reste, c'est en attendant. Dans la seconde approche, l'essentiel, l'objectif, c'est de s'adapter ou d'adapter l'environnement. Et dans cette approche, certaines voix disent que la recherche d'un traitement miracle est vouée à l'échec. Je pense que cette querelle entre un traitement médical ou un traitement social de ces maladies est stérile. C'est un débat qu'on connaît bien, une querelle qu'on connaît bien dans le monde du handicap. Je pense qu'elle est stérile parce que les maladies neurodégénératives, les syndromes démentiels sont à la fois des maladies qui nécessitent de la recherche et une prise en charge médicale et des handicaps qui nécessitent de la recherche et un accompagnement social, psychosocial ou médico-social, comme vous voulez. Autrement dit, je pense qu'il faut remettre en cause nos manières de comprendre et d'appréhender ces réalités et les resituer dans une perspective de justice, ou pour le dire autrement, dans une perspective de droits de l'homme. Il faut adopter une approche fondée sur les droits de l'homme pour resituer nos questionnements et nos ambitions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Au premier abord, ça peut se paraître déroutant. Vous pourriez me dire, les personnes malades, leurs familles, les professionnels, ils doivent déjà faire face à tant de problèmes au quotidien, des problèmes pratiques, des problèmes émotionnels, des problèmes économiques, légaux, éthiques. Pourquoi est-ce qu'ils devraient en plus se préoccuper des droits de l'homme? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? Et puis vous pourriez dire, pourquoi est-ce que ces maladies-là, les maladies neurodégénératives, les syndromes démentiels, plus que d'autres, pourquoi est-ce que ceux-là, plus que d'autres, appelleraient une approche fondée sur la justice ou fondée sur les droits de l'homme? Mais quand on y regarde de plus près, il me semble que ça devient évident que c'est cette approche-là qu'il faut adopter. D'une part, parce que quand vous recevez un diagnostic de maladie dégénérative ou de syndrome démentiel, vous courez immédiatement le risque que vos droits élémentaires, vos droits fondamentaux soient déniés, bafoués, pas respectés, ou que vous n'ayez plus accès de manière naturelle à l'exercice de ces droits. Ça vaut pour les personnes malades, mais ça vaut aussi pour les aidants. Je trouve qu'on s'habitue trop. Vraiment, je ne trouve pas normal qu'on continue d'attendre tout des familles, qu'on les laisse se débrouiller seules, parfois renoncer à leur emploi, parfois sacrifier leur vie de famille, sacrifier leur santé, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement les compétences, et des compétences concrètes, parfois des compétences administratives et budgétaires. Donc ça vaut à la fois, cette approche, elle vaut à la fois pour les droits humains des personnes malades, mais aussi pour celles de leurs proches. Et puis quand vous réfléchissez à la perspective, aux enjeux fondamentaux du soin ou des soins, sa finalité ultime, ce n'est bien pas seulement de faire disparaître des symptômes, de réduire des déficiences ou de restaurer des capacités. Au final, au bout du compte, si on fait tous ces efforts, si on revient à l'élémentaire, ce qu'on recherche, c'est de permettre aux personnes de vivre une vie digne d'être vécue, avec et en dépit de la maladie, de leur préserver jusqu'au bout
leur statut et leur place d'être humain, de leur permettre d'avoir une bonne vie dans une communauté pleinement humaine. En d'autres termes, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur d'adopter cette approche parce que tous ceux qui font déjà des efforts pour avoir une approche centrée sur la personne, sur ses besoins, sur ses attentes, sur ses intérêts, ils sont déjà sur la voie de ce que j'appelle une approche par les droits de l'homme. Alors c'est quoi la différence? Ça nous mènerait où? Est-ce que ça nous mènerait plus loin et où ça nous mènerait d'aller dans cette voie-là? Je pense qu'il y a deux différences. La première, elle est en termes d'objectifs. On aurait des objectifs plus ambitieux. Notre objectif, ce serait plus seulement de faire changer le regard de la société sur ces réalités, sur ces maladies, sur ces syndromes. Ce serait de la mobiliser, d'attendre de sa part un engagement. Ça suppose aussi que dans la façon, les objectifs qu'on se donne dans la relation d'aide, d'accompagnement, dans la relation thérapeutique, on n'est pas simplement dans une logique de respect des capacités. On se place, si on est dans la perspective des droits de l'homme, dans une logique de promotion des capacités, de promotion des droits. Il ne s'agit pas simplement de respecter des droits, mais il s'agit de les promouvoir parce que la situation des personnes fait qu'elles y ont moins naturellement accès. Donc ça nous donnerait des objectifs plus ambitieux. Et surtout, la grande différence, c'est que ça changerait considérablement le nombre d'acteurs qu'il faudrait impliquer. Je pense que situer l'approche de ces maladies dans la perspective des droits de l'homme, ça fait que ces réalités ne sont plus simplement déléguées par la société à ceux qu'on appelle les soignants et à ceux qu'on appelle les familles. Ça nous oblige à créer dans la société une culture des maladies neurodégénératives. La culture que notre société a des maladies neurodégénératives et des syndromes démentiels, elle est très rudimentaire, pour ne pas dire nulle. On ne sait pas réagir face à certaines situations que ces maladies créent, on ne sait pas spontanément y réagir. Donc il ne s'agirait pas simplement ici de sensibiliser le grand public, de combattre les idées reçues et les stéréotypes. Bien sûr, il faut commencer par là. Mais c'est qu'un point de départ. Et je pense que notre objectif en termes de mobilisation des acteurs, quand je dis impliquer tous les acteurs de la société, ce n'est pas abstrait. Ça veut dire qu'il faudrait impliquer le monde du travail, le monde des transports, le monde de la grande distribution, le monde des loisirs, le monde de la culture, le monde du tourisme, qu'il faut accroître la connaissance, les compétences, les attitudes, les valeurs de l'ensemble de ces secteurs et de ces acteurs de la société pour une meilleure prise en compte de ces maladies avec les incapacités et les restrictions de participation qu'elles occasionnent. Donc dire impliquer la société, ce n'est pas une affirmation vague, ça veut dire que tout le monde a une responsabilité dans le traitement de ce problème, les voisins, les postiers, les guichetiers de banque, les commerçants, les policiers, les pompiers, les notaires, les architectes, les professionnels du tourisme, les professionnels du droit. Souvenez-vous des premiers colloques sur la maladie d'Alzheimer où il n'y avait quasiment que des neurologues, que des épidémiologistes et que des biologistes moléculaires. On a fait un pas fondamental en 15 ans. Il y a dans la salle une diversité de professions et de publics beaucoup plus nombreux. Mais on n'est pas encore au bout du compte. On aura gagné, si j'ose dire, quand dans la salle, il y aura aussi des policiers qui auront été sensibilisés à la façon dont on peut gérer une situation d'errance, quand il y aura des pompiers, quand il y aura des architectes ou des urbanistes, quand il y aura des professionnels du tourisme qui auront développé une offre attractive pour ces personnes, quand il y aura une réflexion du secteur de l'emploi et des syndicats pour le maintien au travail des personnes en situation de handicap cognitif et de leurs proches. Là, on pourra dire qu'on l'aura véritablement réinscrite dans une perspective des droits de l'homme. Comme il me reste 3 minutes pour finir, je vais faire très vite. J'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas abstrait. Il y a 2 objections à tout ce que je viens de vous dire. C'est très abstrait et c'est très cher. Il faut les affronter, ces objections. Que ce n'est pas abstrait, j'ai déjà essayé de vous en donner quelques exemples. Je pense que cette approche par les droits de l'homme, elle permet justement de poser des questions très concrètes. Comment faire en sorte que les personnes puissent continuer, les personnes malades et leurs aidants, puissent continuer, malgré la maladie, à faire le plus longtemps possible les choses qui sont importantes, qui comptent, qui font sens pour elles.
Comment faire pour qu'après le diagnostic, elles puissent non seulement garder espoir, mais continuer autant que possible à mener une vie normale, une vie professionnelle, une vie affective, une vie proprement humaine. Prendre les transports en commun, faire leurs courses au supermarché, rester en relation avec les personnes qui leur sont chères, vivre le plus longtemps possible chez elles sans être confinées à leur domicile, pratiquer un culte ou une religion. Je vous donne un exemple d'une initiative très concrète. Il y a un pasteur britannique qui a essayé d'adapter des offices religieux à des personnes en situation de handicap cognitif, en choisissant des textes qui font sens pour elles, en réduisant la durée de l'office, en faisant en sorte que la pratique religieuse, quand les personnes le souhaitent, puisse encore être pratiquée. C'est ça, concrètement, l'approche par les droits de l'homme. La deuxième objection, il faut l'affronter, c'est cher. Ça risque probablement d'être cher. Et vous pourriez dire, objecter, on est déjà dans une situation de grande rigueur économique. On a en plus à se partager le gâteau entre différentes pathologies, entre différents handicaps, et les uns et les autres, nous n'y sommes peut-être pas prêts. Mais je pense que si on adopte une perspective des droits humains, des droits fondamentaux, des droits de l'homme, on ne raisonne plus comme ça. Tous les exemples d'aménagements qui ont été faits dans les dernières années grâce à la loi de 2005 pour aménager, pour prendre en compte en faveur des droits et de la participation des personnes en situation de handicap, tous les aménagements qui ont été faits pour une population spécifique, vous voyez qu'en réalité, elles profitent à d'autres populations. Il est évident que les accès, les rampes d'accès à certains bâtiments publics, ils ne profitent pas qu'aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes des parents ou des grands-parents avec une poussette des courses et que vous avez besoin d'aller à la poste, la rampe vous est extrêmement utile. Ce n'est pas juste une aide pratique, c'est que ça permet l'accessibilité d'un certain nombre de lieux à toute une série de publics et pas simplement à ceux auxquels on s'était dédié au départ. Je pense quand même que ça va coûter cher, et parce que ça va coûter cher, on a besoin de deux choses. On a besoin ici d'innovation, on a besoin d'innover, on ne peut pas se contenter de généraliser les solutions qui existent. Il va falloir être inventif et créatif parce qu'on va nous demander de faire mieux avec moins d'argent. Et si on veut être innovant, mais que ce soit en éthique, dans notre terminologie, dans nos modes d'organisation, dans la conception des environnements de vie, dans l'usage des technologies, on a besoin d'innovation partout. Et si on veut que cette innovation permette de le faire dans un univers économique et budgétaire contraint, on a besoin que ce soit une innovation sociale et que cette innovation sociale s'appuie sur de la recherche. Emmanuel faisait allusion au réseau de recherche qu'on essaie de constituer. Cette innovation, cette invention, je pense qu'il faut l'appuyer sur de la recherche qui associe des chercheurs académiques, des acteurs du secteur, des personnes malades, des proches. On a besoin, et c'est pour ça que je pense que ce qu'on a à inventer, on a à l'inventer ensemble, c'est le mot le plus important, je pense, de l'intitulé de cet entretien. On a à l'inventer ensemble, donc en 3 mots, il nous faut être beaucoup plus ambitieux que nous ne le sommes. Ce que nous avons à inventer, nous avons à l'inventer ensemble. On n'arrivera à relever ce défi que si on s'en saisit comme un collectif. Nous pouvons réussir, mais dans quelques années, on nous demandera peut-être, vous étiez là, on n'est qu'au début, les projections démographiques nous indiquent qu'on n'est qu'au début de la découverte de ces difficultés. On nous demandera, vous étiez là au début, au moment où on a commencé à prendre conscience de ce phénomène. Est-ce que vous avez su prendre la mesure de ce défi? Est-ce que vous avez pris des mesures en rapport avec son ampleur? Est-ce que nous aurons été individuellement et collectivement à la hauteur? Et de ce point de vue-là, je sais que Éric Fiag va faire dans quelques minutes un éloge de la lenteur. Moi, je voudrais faire un éloge de l'urgence, insister sur l'urgence. On a besoin d'agir et d'agir vite. Et je pense qu'on a besoin dans cette action qui ne doit pas être brouillonne et partir dans tous les sens, on a besoin d'une direction. Et la direction qui me semble, une bonne direction qui me semble devoir être prise, c'est celle qui insiste sur les droits humains et la préservation des droits humains et de la dignité des personnes. Un immense merci. Vous avez compris comment Fabrice fait vibrer
non pas la dimension simplement philosophique, alors qu'il est philosophe ou éthique, mais la dimension politique à laquelle on est attaché. Dans un instant, je demanderai à Michel de réagir. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire, ne quittez pas la salle quand Éric Fiat va vous parler d'éloge de la lenteur, parce que vous verrez que son propos, Éric, on est attaché à ce qu'il pense, à ce qu'il vit, à ce qu'il incarne aussi, vous verrez que son propos va plus en profondeur que ce qui pourrait apparaître finalement contradictoire par rapport à l'urgence, et je crois qu'il partage autant que nous cet empressement en disant il n'y a pas le temps d'attendre, en quelque sorte. On le disait déjà il y a quelques années. Moi j'étais sensible à la dimension politique, à une dimension aussi importante, et les sciences humaines et sociales peuvent y contribuer, une université d'été comme la nôtre, d'identifier les questions, c'est-à-dire les caractériser. On n'est pas dans l'ordre de la compassion, on n'est pas dans l'ordre, j'allais dire, du care, un peu dans la bienveillance de la question, on est vraiment dans la dimension du politique, de la justice et de la reconnaissance de l'autre pour ce qu'il est, et non pas dans une dépendance, mais on a abordé à plusieurs universités d'été cette notion de capacité, c'est-à-dire reconnaître l'autre pour ce qu'il peut, non seulement encore, mais différemment, et en quoi il peut enrichir la société. Deuxième point, ce qui me frappe en tant qu'observateur non professionnel sur le terrain, on est des commentaires d'une certaine manière, ou des commentateurs, c'est de voir l'intelligence du terrain aussi. C'est-à-dire cette distance qu'il y a entre des expériences de terrain. Alors, hier aussi, on a abordé l'approche non médicamenteuse, mais ce n'est pas uniquement l'approche non médicamenteuse, c'est reconnaître l'autre pour ce qu'il est, au-delà d'une description de sa pathologie ou d'une nosographie. C'est-à-dire, il y a toujours une personne, et cette rencontre avec la personne sollicite des obligations. Et c'est là où, quand on parle de droits de l'homme, ce qui m'intéresse davantage en tant que membre de la Cité, quelles sont nos obligations à l'égard d'une personne vulnérable? Et tu sais que c'est une préoccupation qu'on partage tous. C'est-à-dire on se sent plus obligé, d'une certaine manière, plus responsable à l'égard d'une personne qui attend tant de nous, d'un regard, d'une attention, également de structure. Donc tout dire pour dire à quel point on partage ce point de vue, qui est un point de vue effectivement à la fois de l'urgence, mais également, et j'y ai vraiment été attentif et à travers les années, des intelligences qui sont non seulement négligées, mais souvent méprisées. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le mépris politique à l'égard de ce qui se fait dans des institutions dont on relègue à la fois celles qui sont accueillies ou ceux qui sont accueillis, mais également les professionnels. Dans quelle instance aujourd'hui, à part une université d'été comme aujourd'hui, auront-ils la possibilité de dire dignement ce qu'ils ont, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils incarnent, ce qu'ils défendent? Et dans un contexte social de plus en plus inattentif, et j'imagine que Éric va en parler tout à l'heure, cette lenteur, cette autre manière de vivre la réalité du monde, la réalité humaine. Ça pour dire à quel point on partage les valeurs qui ont été portées par Fabrice dans son propos. Et un des objectifs de cette université d'été, c'est de participer de ce moment de sensibilisation en disant aux acteurs qui sont dans la salle, vous n'êtes pas seuls, c'est important, et vous allez le voir au travers de l'université d'été dans les ateliers, d'autres pensent comme vous, d'autres tentent de défendre ce que vous tentez, quelquefois par rapport à la barbarie. Et l'éthique pour nous, c'est une éthique incarnée, impliquée, mais avec une intelligence, c'est-à-dire avec de l'humilité. On ne se substitue pas aux professionnels et on apporte des éclairages. Une fois que j'ai fait cette digression, c'était pour permettre à Michel de retrouver tous les éléments qu'il veut aborder. Maintenant, le responsable du plan MMD vient d'entendre un plaidoyer droits de l'homme qu'il partage, j'imagine. En pratique, comment ça peut se mettre en œuvre dans un plan interministériel? Alors je partage totalement et je voudrais, au travers de deux commentaires, voir quel est le chemin que nous avons à faire. Alors le premier, c'est une anecdote et c'est la suivante. Un jeune homme d'une 35 ans, qui a une maladie neurodégénérative qui est stabilisée, mais qui l'oblige à avoir aménagé l'ensemble de toutes ses activités, et en particulier au travers de la mobilité, mais pas uniquement là. Et il a réussi à conserver son activité professionnelle, et il travaille dans un hôpital. Et il travaille au sein d'une direction financière d'un hôpital de la région dans laquelle je vis. Et il a réussi à avoir un appartement et à être autonome pour tout. Il se déplace avec son fauteuil électrique, il va à l'hôpital, il va travailler. Il est vraiment autonome. Et il est autonome pour tout, sauf pour une chose. Il n'a pas le droit d'aller manger au restaurant avec les autres. Et pourquoi ? Parce que le restaurant dans lequel il devrait aller
il faudrait faire une petite rampe d'accès. Et il a été décidé, et je vous le livre tel quel, que pour une seule personne, c'était difficile de mettre le financement pour la rampe d'accès. Alors, c'est une personne qui a pris cette décision. Alors, au travers de cette anecdote, la réflexion plus fondamentale vient à ce que vous disiez tout à l'heure, Fabrice, c'est, me semble-t-il, le droit de l'homme tel que vous l'envisagez, le faire pénétrer à l'intérieur de la culture, c'est effectivement faire qu'à un moment donné, l'ensemble des personnes qui sont dans une société partagent ces valeurs, et pour ça il faut de l'instruction, il faut de la formation. Et je crois que c'est un sujet qui est un sujet, c'est à l'école, c'est dans tous les endroits où effectivement on peut à un moment donné faire que cette personne deviendra, quand elle sera devenue adulte, comprendra effectivement que mettre quelques sous pour faire une rampe d'accès et permettre à quelqu'un qui ne peut pas manger avec les autres de partager cet espace de convivialité, c'est un phénomène, c'est un problème majeur, et ça, pour moi, ça passe à travers de la culture. Le deuxième sujet, c'est le problème de l'accessibilité globalement. Vous avez dit on a fait des progrès, on est avancé. Je vous rappelle quand même que l'Association des paralysés de France est montée au créneau il n'y a pas très longtemps parce que ce qui devait être fait dans tous les établissements pour leur permettre l'accessibilité, eh bien, ça a été repoussé pour des raisons qui sont des raisons strictement financières et parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas les moyens partout de pouvoir faire ce genre de choses. Et quand on regarde où nous en sommes en France et quand on va dans des pays comme les pays scandinaves ou en Angleterre, on se rend compte que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Alors oui, il y a des mesures, effectivement. Il y a des mesures dans le plan. Et dans le plan, il y a deux types de mesures. Il y a des mesures qui sont faciles à mettre en place parce que derrière, il y a des financements, des indicateurs de l'efficience. Et puis, il y a des mesures comme celles que vous avez évoquées, qui sont des mesures extrêmement compliquées à mettre en place parce qu'elles demandent beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'investissement. Et c'est celles-là sur lesquelles nous devons créer ensemble. On va poser à Fabrice, il va réagir. Mais dans cette université, on a parlé de vivre avec, de vivre ensemble. Le concept clé, c'est le mot vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est vivre quand la vie devient insupportable, à la fois avec le triple peine, la maladie en quelque sorte, les conséquences qu'elle a sur un parcours d'existence et les conséquences qu'elle a aussi sur l'environnement de la personne, puisque dans le plan MMD, on a des personnes plus jeunes que dans le plan Alzheimer, on a d'autres problématiques qui sont vraiment des problématiques politiques. Alors, une question aux philosophes. On a l'impression que les valeurs que tu as évoquées, les valeurs qu'on cherche à défendre, sont de plus en plus, j'allais dire, à contrepoint ou en quelque sorte contrariées par des valeurs dominantes de société aujourd'hui. C'est-à-dire, Michel a évoqué l'efficience, la rentabilité, la performance, les laissés pour compte, les meurtris, les blessés, les souffrants. On n'en veut plus dans notre image sociale. Donc, de quelle manière, sans donner le sentiment qu'on est un peu rétro dans nos points de vue, qu'on est un petit peu nostalgique d'un idéal de la bienfaisance quasiment caritative, de quelle manière réimplanter dans la société qui a tellement d'autres priorités aujourd'hui que de s'occuper de maladies, en plus qui renvoient à l'effroi des maladies qui impactent le cerveau, la capacité, même la dignité de la personne. Comment arriver concrètement, ça va être, j'imagine, jeudi abordé aussi d'un point de vue SHS, à réimpliquer ou à réimplanter dans la société des questions qu'elle veut fuir? 3 points rapides. Un, ce qui est invivable, c'est pas la maladie. La maladie, elle est dure à vivre. Mais ce qui est invivable, c'est de ne pas avoir accès à ce restaurant. C'est ça qui est invivable, qui est insupportable, et qui l'est pour nous. Et du coup, en termes de prix, de ce que ça coûte, ça apparaît dérisoire. C'est tellement insupportable, mais toutes ces atteintes au droit, d'accès aux droits et à des droits égaux aux autres, c'est ça qui est invivable. Alors en termes de prix, oui. Ce qui est le plus insupportable, c'est que dans un milieu du soin, les professionnels n'aient pas manifesté. Si ça avait été l'augmentation du ticket pour rentrer dans le restaurant, il y aurait eu la manif. Ce qui est incroyable, c'est que dans le lieu du care, c'est-à-dire de gens qui sont plus conscients que d'autres, puisqu'on est dans un hôpital, personne n'a fait la révolution en disant on ne va plus à la cantine s'il n'y a pas l'accès. C'est aussi ça qui est inquiétant. Alors sur le politique, moi je prônerais pour une conception grecque du politique. Mais on est à un moment de tournant là.
si vous avez écouté dans un tout autre contexte les voix qui s'élèvent à propos de ceux qu'on appelle les migrants, et des discours, notamment en Allemagne, qui commencent à être entendus, c'est que on peut les entendre dans deux sens, mais que c'est pas nécessairement, il ne faut pas nécessairement attendre que des pouvoirs publics qui le fassent, mais qu'il y ait des mobilisations citoyennes d'accueil. Et il y a un changement de rapport de ce qu'on attend vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis de l'État. Il y avait un sujet de philo en terminale il y a quelques années, c'était à l'époque Jospin, donc c'était cette ambiance-là, faut-il tout attendre de l'État? Mais je pense qu'il y a ce questionnement-là qu'on doit avoir aussi, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, mais là, ce qu'on appelle mal la société civile, en tout cas chacun de nous, les différents acteurs de la société, mais aussi du monde économique, ont probablement aussi un rôle à jouer. Sur le coup, je pense qu'il faut l'aborder de front, cette question-là, et comment le mettre en place. Oui, on est sur des valeurs de productivité, oui, on est sur des valeurs d'efficience, et on promeut des formes de vie qui ne sont pas les formes de vie qu'on connaît quand on est atteint d'une maladie grave, que ce soit une maladie neurodégénérative ou une autre forme de maladie. Mais à la fois stratégiquement et philosophiquement, je ne sais pas si on n'a pas intérêt, malgré tout, à continuer à ne pas lâcher sur les coups. Je ne suis pas sûr que l'argument de dire c'est insupportable, quel que soit le prix de l'aménagement, il faut le faire, même pour une seule personne, à mon sens, c'est moins ça l'argument. L'argument, ce serait plutôt de dire rendez-vous compte de ce que ça coûte déjà de ne pas le prendre en compte, de ce que ça coûte en souffrance psychique, de ce que ça coûte en perte d'emploi des aidants quand ils doivent arrêter de travailler quelques mois ou quelques années avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite et d'avoir une pension complète. Rendez-vous ce que ça coûte d'avoir des personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour avoir une place en accueil de jour et la situation explose et on se retrouve aux urgences parce que ça n'a pas été traité. Combien ça coûte ça ? Donc je pense qu'on peut avoir une approche, on va se faire caricaturer, droit de l'homiste radical, et en même temps assumer cette question des coûts, mais en étant ferme sur le fait que ça va aussi nous impliquer de notre part de l'innovation et de la recherche, et qu'il va falloir changer, y compris nos manières de travailler entre nous. Alors avant, on va respecter pour une fois les horreurs, même si on est pour l'éloge de la lenteur et qu'on aura tout le temps au cours d'université de palabrer. Donc avant de donner la parole de conclusion à Michel, je vais dire, et c'est un message que je me permets d'adresser aux gens qui sont ici et que vous pourrez relayer. Je pense que les gens qui se mobilisent aujourd'hui, ils sont plus nombreux qu'on le pense, mais ils sont dans l'invisibilité de la prise de position publique. Et si vous trouvez un peu la niaque au cours d'université d'été, si vous trouvez l'envie de vous réconcilier avec ce que vous faites en disant c'est une valeur sociale, il faut que vous en parliez, je pense qu'on aura aussi gagné dans la mobilisation. La mobilisation, c'est vous qui l'incarnez au quotidien dans les lieux du soin qui sont quelquefois les lieux qu'on n'a pas envie de rencontrer, d'explorer. On n'a pas tous envie d'aller dans des établissements qui prennent en compte au quotidien des personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives. Mais soyez conscients que vous portez, me semble-t-il, les pépites, c'est-à-dire c'est à vous de faire apparaître sur la scène publique à la fois ce que sont vos attachements, pourquoi vous faites ce que vous faites, parce que ce n'est pas si évident d'avoir cette implication-là, y compris dans des maladies, et tout à l'heure Michel l'a évoqué, dans lesquelles c'est plutôt le soin au quotidien, c'est plutôt l'accompagnement aujourd'hui que le traitement de fond qui est apporté aux personnes. Alors quand vous voyez les valeurs que vous défendez, je crois que plus que jamais la société, elle a besoin de savoir que ça existe chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis un petit peu maladroitement. Donc mon message, c'est vraiment, puisqu'on nous parle de refondation de la République, de dire cette République, vous en faites partie, vous êtes parmi ceux qui la défendent peut-être le mieux au niveau des valeurs essentielles, dans la mesure où vous êtes les plus proches de personnes en situation de vulnérabilité, même si on ne peut pas hiérarchiser les vulnérabilités. Mais là, on a des gens qui attendent de votre part, et j'ai trouvé ça important dans le discours de Fabrice, mais ça a été repris à plusieurs reprises ces dernières années dans l'université d'été, non pas qu'on fasse à leur place, mais qu'on fasse avec, qu'on leur permette de se réaliser dans ce dont ils sont porteurs. Ils sont porteurs d'une créativité, d'une générosité sociale et du sens dont la société n'a même pas conscience. Donc mon message, si vous voulez, vous êtes mobilisés puisque vous êtes à l'université d'été, mais ensuite, soyez le relais de cette mobilisation, et je crois que ça peut être un catalyseur tout à fait impressionnant. Et puis, prenons très au sérieux ce plan MMD, parce qu'on peut contester les politiques dans leur indifférence, mais il y a eu quand même une volonté politique de dédier un plan de santé publique, de la même manière qu'il y en a pour le cancer, l'autisme,
aux maladies neurologiques dégénératives, et c'est à nous de faire du plan quelque chose de fort. C'est-à-dire on a tous les moyens aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tellement investi, mais enfin dans notre domaine de compétences, on a tous les moyens de faire de ce plan de santé publique un plan extraordinaire de mobilisation. Alors la parole de conclusion à Michel. Écoutez, j'espère que notre entretien aura permis de convaincre qu'il y a des points de rencontre entre toutes ces maladies neurodégénératives. Je suis heureux de dire que lorsque nous avons reçu les associations et que nous avons commencé de travailler avec les associations, à la fin de l'une des réunions, les trois principales associations se sont dit mais comment pourrions-nous travailler ensemble et trouver des points de rencontre entre nous, et ce qui m'a fait plaisir, même si c'était un petit peu pour nous challenger, comme on dit aujourd'hui. Nous avons reçu au mois de juillet une lettre de l'ensemble du collectif des associations nous disant « Bon, mais vous nous avez parlé, maintenant qu'est-ce que vous faites? Passez-vous à l'acte » et je pense que c'est certainement cette demande qui était une demande commune, qui était l'élément le plus important et qui fait qu'effectivement nous allons essayer de passer à l'acte avec les moyens dont nous disposons à l'heure actuelle. Et j'espère également que les 3 jours qui vont être les jours de l'université, mais aussi la réunion de jeudi va nous permettre d'alimenter de façon très importante les aspects qui sont les aspects des droits, les aspects humains, les sciences humaines et sociales qui ont été, je crois, le point qui a été un peu insuffisant dans le plan Alzheimer précédent. Voilà, merci. Merci, on peut les applaudir.